Yep. Mettre ça un peu comme ça. Allô, ici Sage HD, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, format complètement différent. On va en live. Ceux qui étaient connectés un peu plus tôt, ils ont pu voir un peu le début du live, mais on reprend live. Anyway, encore une fois, voilà ma magnifique épouse, Feza. Ou fait pour couper court. Pour couper court, et aujourd'hui on est là pour parler finances. Donc, les finances dans le couple. Comment ça va se passer? Elle va me poser quelques questions, on va débattre, on va discuter et on va voir comment ça avance. Restez branchés. Vas-y. Donc, parfait. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer c'était quoi ta perspective des finances quand tu étais célibataire et avant qu'on se mette en couple? Avant qu'on se... D'abord, ma perspective des finances. Au niveau des finances, c'est très important quand on est célibataire de commencer à sauver de l'argent, commencer à préparer le futur, commencer à investir si possible et chercher à éviter les coins où on dépense beaucoup d'argent, chercher à éviter de dépenser trop sur une personne. Ça c'est très important. C'est vraiment se construire en étant célibataire et chercher la bonne personne pendant qu'on se construit soi-même. Donc ça c'est vraiment important de mon côté en étant célibataire. Et ouais, c'est à peu près ça. Mais toi, de ton côté, tu vois ça comment? Ok. Et tout à l'heure, tu as dit d'essayer de limiter les endroits où on dépense le plus. Quand tu dis de limiter les endroits où on dépense le plus, tu parles de quoi exactement? Restaurant, shopping, cadeaux? Wow, c'est vrai qu'on essaie de se mettre en couple, quand on voit une personne, qu'on apprécie une personne, on a envie de faire plaisir à la personne, c'est vrai. Donc, les, les restaurants, ok, mais pas trop. Genre, c'est pas un restaurant chaque semaine, non. Un restaurant de temps en temps pour se faire plaisir, oui, pourquoi pas. C'est pas non plus. Souvent l'idée d'avoir du fun pour les gens, c'est aller en boîte de nuit. Non. On peut avoir du fun sans aller en boîte, sans sortir vraiment, juste en se baladant, en discutant, en se posant dans un parc. Parce que le but vraiment, bon, si on enlève le fait de mingle, donc être en couple juste pour avoir du fun, mais si on veut vraiment être en couple, voir un avenir avec la personne, on doit discuter avec la personne, pas chercher des endroits où on évite la discussion et on fait autre chose au lieu de discuter. Donc c'est très important de discuter plutôt que de... Bon, voilà quoi. En même temps, c'est bien d'avoir du fun, d'aller dans des endroits, aller patiner, je ne sais pas patiner en passant, aller patiner, aller jouer à n'importe quel type de jeu ensemble. C'est bien, aller manger, c'est bien, aller au cinéma, c'est bien, aller en boîte, c'est bien aussi pour ceux qui aiment aller en boîte, mais ça ne doit pas tourner autour de ça. Il faut garder en tête qu'il faut sauver de l'argent et il faut préparer le futur. Ok. Et est-ce que dans tes souvenirs, est-ce que tu te rappelles on s'était assis pour discuter par rapport aux finances, comment ça allait se faire? Au début de notre relation, de ma mémoire, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, c'était plus j'avais mes affaires et tu avais tes affaires. Donc j'avais mes affaires, c'est-à-dire j'avais mes investissements, je te disais ce que je faisais, je te disais... parce que quand quand on a commencé à se voir et tout, j'allais à l'école, je travaillais et j'étais dans quelques petits investissements de côté. Donc j'étais très occupé, mais j'essaie de faire du temps. Je travaillais beaucoup, mais en même temps, comment on appelle? Je calculais mes affaires. Donc, je sais que j'ai envie d'aller, on a envie d'aller au resto, par exemple, je planifie. Parce qu'en même temps, en ce moment-là, j'allais également à l'école et je payais moi-même mes frais à l'école. Donc, je payais mon écolage, je payais tout. Et Dieu sait comme c'est cher au Canada. Donc, c'est vraiment du planning, c'est vraiment
J'avais pas en tête quoi que ce soit, mais je sais qu'on en discutait de temps en temps. Je te montrais ce que je faisais et puis tu me montrais de ton côté ce que tu avais going on, genre ce que tu avais, que tu faisais, comment tu économisais. Et honnêtement, moi j'étais même étonné, je crois que je te l'ai dit plusieurs fois même, parce que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait quand même un peu d'économie. En général, c'est pas pour me moquer des gens ou quoi que ce soit, mais en général, les gens vivent au jour le jour. Ce qui est très 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 dangereux, surtout les pays développés. Donc, même les pays sous-développés, les gens vivent pour la plupart du temps au jour le jour, ce qui est très dangereux. Il faut avoir une bouée de secours, une bourse de secours au cas où les choses ne vont pas complètement bien. J'avais donné une fois l'exemple de quand j'étais arrivé, je me suis coupé le doigt. Je me suis complètement fendu le doigt, le pouce. Et ça m'a coûté 700 $ juste pour faire la carte avant de voir le docteur. Donc, même pas pour voir le docteur, pour faire la carte avant de voir le docteur. Et quand j'ai vu le docteur, j'ai dû lui payer un autre 100 $. Donc, c'est quand même pas mal de fonds et c'est bien d'être préparé par rapport à ça. Mais moi, en même temps, de mon côté, c'est vrai que c'était un peu différent parce que moi, je vivais à la maison, donc même si je travaillais, j'avais pas forcément un poids ou des charges. Donc, moi, ma perspective était un peu différente de la sienne. Donc, pendant le mariage maintenant, une fois qu'on s'est marié, comment ça s'est passé les premiers 6 mois? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il y avait des ajustements? Est-ce qu'on avait des ajustements à faire? Les premiers 6 mois au niveau des finances, c'est ça? Oui, les premiers 6 mois au niveau par rapport à nos finances. Est-ce que, premiers 6 mois, est-ce qu'on était en train de date ou on était premiers 6 mois quand on s'est marié? Premiers 6 mois quand on s'était déjà mariés, quand on a commencé à vivre ensemble. Quand on a commencé à vivre ensemble. Donc, bon, quand on a commencé à vivre ensemble, bon, d'abord, quand on a commencé à date, ça, on avait déjà parlé un peu plus, donc c'était chacun de son côté. Quand on a commencé à vivre ensemble, c'est là qu'on a commencé à essayer de réunir et de simplifier. Quand je dis réunir et de simplifier, au lieu que tu gères de ton côté, que je parle dans tes affaires, comme si moi j'étais le grand Manitou derrière toi en train de tout manigancer, et pendant ce temps-là, je fais mes choses, je dis, ok, regarde ce que je fais, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce qu'on peut mettre ça ensemble d'une certaine manière? On a toujours quelques trucs séparés. On a les investissements séparés, mais on a aussi des investissements en commun pour différentes raisons. Mais c'était mieux de centraliser le tout. Au moins, je sais ce qu'elle fait, elle sait ce que je fais, et on améliore à partir de là. Parce que c'est très bien d'avoir la discussion déjà au niveau des finances, parce que tu ne veux pas te lancer dans quelque chose, dans un mariage surtout, si tu ne connais pas l'état financier de la personne avec qui tu te mets, parce que c'est très compliqué. Si tu dois assumer les dettes de quelqu'un d'autre, au moins il faut que tu le saches en avance, plutôt que boum, on s'est marié, le lendemain je reçois un avis de dette dans la poste, tu vois. C'est pas très intéressant. Mais en revenant à ça, quand on s'est mis les premiers 6 mois, euh, tu m'avais demandé si on était dans le rouge, si on était dans le vert en termes de finances avant. Le premier 6 mois, on était plus dans l'orange, on était au milieu. On avait des trucs qui allaient bien, mais on n'avait pas de dette. Ce qui était bien, c'est qu'on n'avait pas de dette. On avait ta dette étudiante, si je me rappelle bien. Je me rappelle, c'était pas tant que ça, c'était vraiment minime. Il y avait ça, mais à part ça, on n'avait rien du tout. On n'avait pas vraiment d'auto, on n'avait pas vraiment de paiement récurrent, etc. On n'avait pas les Netflix, Hulu, tout ça. On n'avait pas vraiment de trucs qui retiraient souvent de l'argent de nos poches. On a pris une auto à un moment ensemble, mais c'était à peu près ça. À part le loyer, l'auto, on n'avait pas vraiment de dépenses. Donc on était quand même dans le bon verre. On était dans un bon verre. Donc on s'en sortait plutôt pas mal. On était plutôt pas mal. En plus, on habitait dans un bâtiment neuf quand même. Donc voilà quoi. On était dans le verre. C'était correct. Okay.
Et maintenant, est-ce que tu te rappelles de c'est quoi les stratégies qu'on a eu à mettre en place par rapport à l'organisation de nos finances, budget, planification et tout ce qui va avec? Oui, un peu, parce que beaucoup de choses ont changé depuis le temps, mais je vais donner quand même les bases d'un système en couple. Déjà, avoir un fonds, déjà avoir un compte bancaire séparé, chacun de son côté, et avoir un commun où beaucoup de choses sont réunies. Parce que les grosses dépenses comme le loyer, la maison, la nourriture, ce genre de choses, ça doit passer dans un compte commun. Mais en même temps, on veut éviter que si jamais il y a un problème avec l'un ou l'autre, c'est-à-dire on ne le souhaite pas, mais en cas de décès ou bien quelqu'un est bloqué quelque part, que tous les fonds ne sont pas bloqués. Parce que je sais que, corrige-moi si je me trompe, mais je sais que quand on a les couples en compte conjoint, si la main, le compte est bloqué pour une certaine période de temps. Donc, pour éviter ce genre de choses également, il faut que chacun ait au moins un compte où de l'argent rentre. Ça évite ce genre de problème. Maintenant, quand vous êtes ensemble, c'est vraiment... Les gens n'aiment pas le budget, mais le budget c'est très important. Le budget, c'est pas vraiment pour se restreindre. Le budget, c'est plus pour définir, pour avoir une idée en tête de combien j'utilise par mois. Et le budget, même en étant célibataire, on peut faire son budget. C'est pas seulement en couple qu'on fait un budget. Célibataire, en couple, conjoint, you name it, peu importe. On peut faire son budget. Mais l'idée du budget, c'est voir combien rentre, combien sort, est-ce que je suis dans le vert, le rouge ou l'orange. Si plus d'argent ne sort que de l'argent ne rentre, donc ça sort plus que ça rentre, là c'est un problème. À un moment, on va arriver dans le négatif. Si plus rentre que ça ne sort, là c'est bon, on est dans le vert, tout le feu est vert avancé. Mais si rien ne rentre, rien ne sort, ça également c'est un problème parce qu'on n'a pas un safety net, on n'a pas quelque chose sur lequel on peut compter. Mais c'est vraiment impossible que rien ne rentre, rien ne sort. Si ça ne rentre pas, c'est que forcément ça sort. Donc voilà. Donc maintenant, en termes de plan d'action, comment on appelle, le budget, c'est très important, savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et économiser en extra. Donc donner plus d'efforts pour sauver un petit peu. Je m'explique. Si ce qui rentre est égal à ce qui sort, ça veut dire qu'on n'a rien fait du tout. On est d'accord. Si tout rentre, tout sort, on n'a rien fait du tout. Donc on doit avoir un peu plus qui rentre, un peu moins qui sort pour pouvoir économiser et à la fois investir. Une des choses que j'ai fait quand on a commencé à mettre tout ensemble, au départ je faisais les paiements moi-même à nos différents comptes d'investissement. Je mettais à chaque paye, je mettais 100 dollars, 100 dollars. À un moment, ça commençait par m'énerver parce que j'en avais marre de le faire tout le temps, tout le temps. Donc, je me suis dit, ok, je vais le mettre dans un compte où on a toujours un peu d'argent. Et à chaque fois que le paycheck rentre, de l'argent sort directement. Donc, je le fais automatiquement et j'y pense plus. Et à ce moment-là, à chaque fois, l'argent qui est mis en investissement est complètement hors de nos finances. Donc, quand on fait nos calculs, on fait les calculs avec ce qu'on a. Donc, si un mois est plus difficile, on resserre par rapport à ce qu'on a, mais on n'annule pas le paiement au niveau des investissements qu'on fait en général. Juste pour continuer à créer cette petite banque de sûreté qu'on a et qu'on met de côté pour pouvoir se protéger si jamais il arrive quelque chose ou quoi que ce soit. C'est dans le même principe qu'on a utilisé et qu'on a pu acheter la maison où on est maintenant. À peine on s'est marié, en juillet 2021. Exact, en juillet 2021. Et quelques mois après, quand on s'est marié, on a fait 1 an dans l'appartement et on a acheté une maison juste après. Juin 2022. Juin 2022. Donc, pendant le temps qu'on était ensemble, on a tout centralisé, on a tout regardé, on a sorti de l'argent, on a investi, on a calculé et on a libéré pour acheter un duplex. Comme ça nous rapporte des revenus également. Donc,
Donc c'est ça. C'est une question, c'est plus de la planification, c'est plus c'est plus s'asseoir et s'entendre sur ce qu'on va faire pour être sûr que au moment où on investit, au moment où on dépense l'argent, on le fait consciencieusement. Ok. On le fait juste pas comme ça. Ok. Et quand tu parles de planification, de budget, de s'asseoir et de s'entendre, est-ce que c'est juste euh, c'est juste discuter, toi et moi, s'entendre, parler de planification de budget, ou bien c'est vraiment de s'asseoir ensemble et de prendre, de mettre tout sur papier, ou bien de noter tout, d'écrire sur un papier tout ce qui sort, tout ce qui rentre, les dépenses par rapport à tout. Ouais, c'est bien d'avoir une discussion casual dans le lit, dans le salon, en sirotant un bon vin. Mais à un moment, il faut prendre le temps de tout mettre sur papier, comme tu as dit, parce que c'est très, très, très important. Quand on parle, le fait de parler, ouais, oh, je fais ça, mais le fait de parler, ça, juste, ça sort comme ça. C'est trop facile. Mais le fait de mettre sur papier, ça montre vraiment toutes les limites, tous les problèmes qu'il y a. Ah, mais on a mis ça, on a mis ça, on a mis ça. Ah, ça veut dire qu'on dépense plus qu'on ne gagne. Et ça, c'est plus facile à savoir quand on l'a mis sur papier, quand on l'a écrit, que quand on l'a dit dans la bouche. Si on le dit juste, on sait juste que oui, on achète ça, on a Netflix, on a Hulu, on a Prime Video, on a Amazon Prime, on a quoi. On le dit, on sait qu'il y a de l'argent qui sort, mais à la fin du mois, on ne comprend jamais pourquoi on n'a pas d'argent. Ça, c'est un problème. Ça, il suffit juste de s'asseoir avec votre conjoint, conjointe, concubine, concubin, whatever, votre couple, et voir qu'est-ce qui se passe, comment les finances avancent. Est-ce qu'on est financièrement healthy? Est-ce qu'on est en santé financière? Ou on est vraiment malade financièrement? Et ça, c'est vraiment en prenant un stylo, un bic, une feuille, on écrit une à une les dépenses, une à une les entrées d'argent, une à une les salaires, les, les bonus, ce genre de choses, les retours de taxes, très important. Tout ça pour pouvoir faire un bilan complet de ce qu'on a, de ce qu'on prévoit acheter et de ce qu'on n'a pas. Mais tout revient toujours au fait de se priver. On ne peut pas vivre dans le luxe. Tout le monde achète ce qu'il veut parce que c'est mon argent. Non. C'est vraiment planifier, réduire les dépenses et augmenter les sources de revenus. Quand, dans notre couple, est-ce que dans notre couple, qui gère quoi exactement? Qui est responsable de quoi? Parce que quand on parle de finances, en même temps on parle dans les finances, il y a des factures à payer, loyer, électricité. Qui se charge de quoi exactement? Moi, je dirais, bon, les deux, déjà, nous, comment on le fait? On a un Apple Notes dans l'application Apple qu'on collabore dessus, dans lequel on peut mettre les dépenses, les achats, etc. Donc, à chaque fois que quelqu'un veut un truc, on peut le mettre là-bas, on l'écrit, etc. Quand il y a une facture à payer, etc. En général, je recommande qu'une seule personne soit celui qui gère le tout. Nous deux, on a une vue sur l'argent. Tout le monde voit où l'argent va, comment l'argent est dépensé. Mais une seule personne fait les paiements. Parce que si il y a un manque au niveau des paiements, hein, il faut qu'on sache directement, ok, tu devais faire ça, tu ne l'as pas fait. On ne sait pas là qu'on va se dire, oh mais je t'avais dit de le faire et puis tu m'avais dit tu vas le faire et puis non, non, ça c'est un problème. Une personne en général, dans une famille normale, l'homme est le chef de famille. Dans d'autres familles, ce sont les femmes qui sont plus habiles financièrement. On a beaucoup de femmes en affaires, etc., qui sont plus habiles. Et par exemple, l'homme, il est cuisinier, donc lui, il est plus habile manuellement. Et c'est la femme qui est plus habile avec les nombres. En tout cas, la personne qui est le plus habile avec les chiffres, avec les nombres, avec faire les paiements, c'est la personne qui est le plus à son affaire peut définitivement commencer à voir l'argent, faire les paiements, faire les changements, faire les transferts,
faire les investissements, comme je disais un peu plus tôt, mais toujours en gardant en tête que tu n'es pas seul, vous êtes deux. Donc, peu importe ce que tu fais, même si tu sais que la transaction, tu l'as fait dans le compte, tu dois toujours retourner à ton partenaire pour lui dire, écoute, j'ai fait ça, ça, ça. Comme tu peux le voir, de temps en temps, je reviens vers toi et je te dis, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait ça, ça, ça. Comme la dernière fois, petit spoiler, j'ai acheté un Mac Mini M2 Pro. Bref, j'ai acheté un ordinateur, je pouvais le faire comme ça, parce que j'ai des fonds pour. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu la voir, je lui ai donné le pour, je t'ai donné le pour, le contre. Je t'ai dit que j'hésitais, que je voulais, mais je pouvais pas. Et puis, il y a peut-être un mois, non, un an, je t'ai dit que ouais, je voulais l'ordinateur, mais lui, il coûtait 4000, 5000. On en a discuté longuement, on a encore rediscuté la dernière fois. Et je t'ai dit pourquoi je voulais. J'ai expliqué tout, on s'est mis d'accord et j'ai fait un transfert pour pouvoir acheter le truc. Et même quand j'ai fait le transfert, je suis venu te voir, te dire, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai ajouté de l'argent pour pouvoir acheter le truc. C'est vraiment cette communication qu'il faut y avoir en tout temps pour simplifier les choses. Parce que si par exemple, elle voit dans son application, elle voit que j'ai fait un paiement dans un hôtel banal comme ça, c'est bizarre, c'est notre argent et tu dépenses ça dans un hôtel, tu fais quoi là-bas? Donc je dois, à chaque fois, il faut avoir une communication ouverte. Il faut discuter, il faut partager. Et il faut se comprendre aussi. C'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de savoir se priver pour le bien du couple en général. Parce que c'est beaucoup, être en couple, être marié, c'est beaucoup de sacrifices, les gens ne le savent pas. C'est pas que du bonheur et des roses, mais c'est aussi des conciliations. Des fois, on doit savoir s'asseoir. Ok, tu veux pas que je fasse ça, ok, je diminue ça. Mais toi aussi, à ce niveau-là, diminue. Et on se rencontre au milieu. Comme ça, tout le monde avance et personne ne se sent lésé, en fait. Ça, c'est le but, en vrai, quoi. Exactement. Et puis, comme tantôt on disait, on a fait l'acquisition d'un duplex en juin 2022. Et maintenant, comment est-ce que tu qualifierais nos finances? Est-ce que tu penses que avec nos finances, c'est mieux, c'est beaucoup mieux ou c'est moins bien qu'au tout début? Est-ce que tu penses que étant propriétaire, on a beaucoup plus de dépenses? Est-ce que tu penses que en tant que propriétaire, il y a beaucoup plus de responsabilités, plus de charges qu'avant? Et est-ce que tu penses que, comme la question que je t'avais posée tantôt, est-ce qu'on est dans le vert ou on est dans le rouge maintenant qu'on est propriétaire? Ça, c'est un peu difficile à dire. Pourquoi? D'abord, quand on est locataire, on passe son temps à payer quelqu'un. Donc, en gros, on est en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Quand on est propriétaire, on fait des paiements sur sa maison. Donc, oui, on enrichit la banque en même temps, mais au moins, on libère de l'équité sur la maison. Donc, on fait des paiements sur la maison pour qu'un jour, la maison soit libérée d'hypothèque, on va dire. Ce n'est pas l'objectif final, mais on va dire ça comme ça. Donc, maintenant, en étant propriétaire, est-ce que les finances sont ouvertes? Je dirais à la fois oui et non. Pourquoi? Parce que déjà, en ayant juste un duplex, il y a quand même un genre d'instabilité. Le duplex, c'est juste deux unités. Donc, une personne, nous, on vit dans une des unités et nos locataires vivent dans la deuxième unité. Ce qui veut dire que si un locataire part, l'unité elle est vide et on doit assumer les dépenses de cette unité. Ce qui ne changera pas notre paiement hypothécaire, mais au niveau de notre source de revenus, on aura un trou dans la source de revenus, donc un stress additionnel. En même temps, le fait d'avoir le duplex est bien parce qu'on est en train de payer l'équité, on est en train de libérer du cash flow sur la maison. Si on arrive à libérer assez de cash dans la maison, on peut faire d'autres acquisitions, acheter d'autres coins, rénover la maison, améliorer, agrandir, etc. pour attirer plus de monde ou bien pour avoir plus
plus de, comment ça s'appelle, plus de bâtiments, etc. Donc je dirais que là présentement, on a acheté, comme tu avais dit, on a acheté quand déjà? Juin 2022. Juin 2022. Donc on est encore dans une période de transition où on n'a pas encore trouvé le bon rythme de tous les jours. On est entre deux. Surtout avec le dégât qu'on a eu récemment par rapport à la clôture qu'on doit faire changer, etc. Les rénovations qu'on fait un peu partout. On est quand même toujours dans une période de zigzag. Et ça, c'est quelque chose que vous allez souvent voir dans le couple. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut savoir s'ajuster un peu. Là, présentement, pour l'instant, ça va. On est encore dans le vert, on est encore correct, mais on a encore pas mal de paiements à faire aussi. Donc, je dirais qu'on est dans une voie, mais on ne lâche pas la lancée qu'on s'est donnée et on est toujours en train d'essayer de sauver le plus possible en termes d'argent pour pouvoir maintenant être prêt si jamais il arrive quelque chose. Parce que là, tout de suite, si demain on a un gros désastre, oui, on a quand même une banque de cash liquide qu'on peut prendre et réparer. On n'est vraiment pas dans le rouge, on a quand même pas mal de cash qu'on a pu sauver petit à petit, petit à petit. Mais ce n'est pas notre première option. S'il y a quelque chose, on va essayer de trouver d'autres options et c'est vraiment un dernier recours qu'on peut vendre des investissements ou récupérer du cash pour pouvoir combler. Mais pour le moment, ça va. L'achat, moi je trouve que l'achat de la maison, c'est un gros investissement, c'est un bon investissement, principalement parce qu'on arrête d'enrichir quelqu'un d'autre et on essaie de s'enrichir nous-mêmes. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur. On a peur de perdre, on a peur de tout ce qui vient avec, on a peur des rénovations, on a peur de si la maison s'effondre, whatever. Mais toujours en gardant en tête que on investit dans nous-mêmes, on se développe nous-mêmes. Et ça, c'est le but d'une vie, en fait. On s'est mis en couple pour pouvoir avancer ensemble et non pas reculer ensemble. Yeah. Et est-ce que tu penses que avant d'être propriétaire, on économisait moins que maintenant, ou bien maintenant on économise plus? Je dis... Voyons voir. Non, je pense que maintenant qu'on est propriétaire, on économise plus. Tu me donneras ton avis après, mais je pense qu'on économise plus. Pourquoi? Parce que je sais que quand on était locataire, on ne s'inquiétait pas trop du chauffage. Il faisait froid, on monte le chauffage. Il faisait chaud, on met la clim. Maintenant, on est propriétaire et le chauffage, on le calcule au mètre près. Là. Donc, on va diminuer un peu le chauffage pour sauver de l'argent au niveau de la facture. Et quoi encore? Au niveau des choses qu'on paie, je me rappelle quand on était encore à Montréal, quand on allait à Costco, on s'inquiétait pas trop. On servait juste à Costco. On prenait et tout. Mais quand on a habité ici, quand on a déménagé notre propre maison, écoute, on a commencé à regarder ce qu'on mettait dans notre panier Costco. C'est là la première fois que je me suis dit, jeez, on paie 400$ à Costco et j'étais étonné. Genre, j'étais choqué, tu te rappelles. Parce que c'est des endroits où on peut essayer de couper, dépenser un peu moins, enlever les futilités pour essayer de sauver un peu plus. Et c'est vraiment pour se protéger si jamais un jour il arrivait quelque chose et qu'on a besoin de liquidité, vraiment. Comme l'exemple que j'ai donné tantôt, si le locataire part, il n'y a plus de locataire. Donc ça veut dire que toute la charge de la maison, c'est sur nous et on doit quand même faire les paiements. La banque ne va pas dire attends, vu que ton locataire n'est pas là, on ne va pas te charger. Non. La banque veut son cash, donc il faut toujours rouler. Yep. Parfait. Et en quelques mots, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux gens qui sont en train aux couples qui sont en train de cheminer ensemble, ou bien aux tout nouveaux mariés, aux personnes qui viennent de se marier, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes-là? Premièrement, avant de se marier, découvrez la personne. Et je vais bloquer un mythe
Il y a des gens qui se sont mariés juste un mois après s'être connus et ils ont vraiment vécu heureux toute leur vie. Il y a des gens qui ont fait la même chose et c'était un gros désastre. Il y a des gens qui ont pris 5 ans à se connaître, à apprendre à parler, à faire ci, à faire ça. Et au bout du mariage, ils se sont divorcés après 1 an, 2 ans. Et il y a d'autres qui ont également pris 5 ans. Et après ça, ils ont fait Forever After. Donc, ils sont restés ensemble de très longues années, etc. L'important, c'est de vraiment découvrir la personne. Découvrir la personne, ce n'est pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il fait. De un. Apprendre à connaître la personne réellement. Donc, ce n'est pas juste dans les parler, mais découvrir, sortir avec la personne, écouter la personne et surtout voir la personne dans ses différents moods avant de se lancer. Maintenant, quand on a appris à connaître la personne, c'est très important quand on est toujours dans le copain-copine, ensemble, conjoint, pas vraiment conjoint, on habite ensemble ou pas, mais on se met ensemble et on a le projet de se marier. Il faut déjà commencer à parler finances, enfants et projets futurs. Donc finances, enfants et projets futurs. Parce que si vous ne vous entendez pas sur ces 3 points, ça va être difficile en allant de l'avant. Et si je ne suis pas capable de savoir, au niveau des finances, c'est principalement, est-ce que tu as des dettes? Est-ce que j'ai des dettes? Est-ce que les dettes communes, est-ce que ce ne sera pas trop? Est-ce qu'on est confortable avec ça? Parfait. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce qu'on a envie d'en adopter? Ce genre de discussion, très important également. Et maintenant, les projets futurs. Parce que pourquoi on se met ensemble à la base? C'est En Afrique, on dit c'est une famille plus une autre famille qui crée une nouvelle famille qui grandit et qui agrandit la famille. En général, c'est comme ça. Donc, c'est une personne plus une autre personne qui viennent ensemble et qui essayent d'aller de l'avant et non pas qui essayent de retourner en arrière. Donc, le projet, c'est vraiment venir ensemble et essayer de réfléchir comment on se développe. Si l'une ou l'autre des personnes n'a aucun projet de développement, pour moi c'est dangereux. Si tu as envie de te développer, l'autre personne n'a pas envie de se développer, là il y a un problème. Arrivé à un moment, il y aura une mésentente. Si vous deux voulez vous développer dans la même direction, on y va. Si vous deux vous êtes satisfaits où vous êtes en ce moment et vous voulez rester comme ça, parfait, ça marche aussi. Le tout, c'est vraiment de trouver la balance entre les deux, mais de toujours avoir cette discussion finance, enfant, projet, avant le mariage. Et est-ce que tu penses que le fait de mettre, que le couple mette les choses ensemble au niveau des comptes et tout ce qui va avec, est-ce que tu pourrais conseiller ça également aux personnes qui sont en train de cheminer ensemble, copains, copines, conjoints de fait, aussi de rassembler leurs choses ensemble, faire un budget ensemble? Faire un budget ensemble, oui, pourquoi pas. Si vous habitez ensemble, oui, là, ça devient inévitable si vous habitez ensemble. Si vous êtes juste copain, copine, conjoint ou concubin, concubine, etc., vous connaissez les termes, et que vous n'habitez pas ensemble, là, on a une dissociation. Donc là, chacun, vous pouvez regarder dans les affaires de l'autre, vous pouvez vous donner des conseils, mais ne mettez pas ensemble s'il n'y a pas de projet concret d'aller de l'avant. Sinon, la séparation devient difficile. On a 2 personnes qui ne savent pas si elles veulent se marier ou pas, qui mettent des affaires ensemble. Là, c'est un problème. Si au final, je ne suis plus intéressé, toi aussi tu n'es plus intéressé, mais on a un compte commun, ça va créer des tensions pour rien du tout. Comme je vois plein de couples, et ça me désole vraiment. Récemment, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé. Il est avec sa conjointe, lui et sa conjointe, ils ont acheté une voiture. Maintenant, ils se sont séparés et il y a un problème avec la voiture. Ça, c'est difficile. Normalement, on ne se met en commun pour acheter des choses que si on a vraiment le vrai plan d'aller à un step au-delà. Si on n'en a pas, je peux acheter, chacun achète pour lui, chacun fait pour lui. Si tu veux m'aider, aide-moi volontairement.
Si je veux t'aider, je t'aide volontairement. Donc si on se sépare, hein, le tien est le tien, le mien est le mien. Parce que là, présentement, on n'a aucun projet d'être vraiment ensemble. On est juste en train de s'amuser entre guillemets. Je ne dis pas que c'est de l'amusement, mais c'est une façon de l'expliquer. Mais dès le moment qu'on a la certitude qu'on veut vraiment être ensemble, on a vu les hauts et les bas et tous les rouages sont en place, on pense même se fiancer, on se fiance. À ce moment-là, on peut déjà commencer à mettre les choses ensemble. On peut déjà commencer à connecter ensemble, à faire les projets. Parce que si tu vas jusqu'au fiançailles, c'est difficile que c'est à ce moment-là que tu vas quitter. À moins que tu découvres un truc que tu aurais dû savoir, etc. Là, on rentre vraiment dans les détails. Mais au moment où vous avez la confirmation que oui, je veux passer ma vie avec toi, ou oui, je veux vivre avec toi, c'est à ce moment-là que, ok, on commence à unifier les choses pour déjà couper les dépenses des deux côtés et faciliter le tout pour chacun. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, à moins que toi aussi tu as des questions à me poser. Ouais, j'aurais une question pour toi. De ton point de vue, la gestion dans le couple, elle devrait se faire comment? Comment est-ce que tu imagines la gestion idéale pour toi? La gestion idéale dans le couple, comment est-ce que je l'imagine? Question difficile, mais pour la gestion idéale, c'est par exemple quand on se posait, mettre tout sur papier, les dépenses, d'abord les revenus de chacun, mettre tout sur papier, comme tu disais tantôt, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, que ce soit le loyer, électricité, épicerie, restaurant, imprévu et tout ce qui va avec. Et aussi de partager les responsabilités, qui s'occupe de quoi, qui fait ci, qui fait ça. Et puis, quand on parle de qui s'occupe de ça, de ci, qui s'occupe de ça, ce n'est pas que toi tu fais ça, moi je fais ça, et puis moi je fais ça, ça ne te regarde pas, toi tu t'occupes de ta responsabilité, ça ne te regarde pas. Donc, moi je fais ma responsabilité, tu fais ta responsabilité, mais on est toujours on est en constante communication, on se communique, genre, par exemple, comme on disait tantôt, toi tu t'occupes de tout ce qui est payer les factures, tout ce qui va avec, mais ça ne veut pas dire que moi je te laisse toute la tâche, que c'est toi qui t'occupes de tout, mais on est en communication, on se communique, on se donne de conseils, donc c'est vraiment ça. L'esprit d'équipe. Voilà. Exactement. Très, 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 très important. Comment quel conseil tu donnerais à ceux qui aimeraient se mettre en couple et qui hésitent et qui ils veulent savoir ton avis? Comment comment on sait que c'est la bonne personne avec les finances, ou bien comment on fait pour se dire ok, j'ai vu ça, je veux aller avec cette personne? Comment on prend cette décision d'aller de l'avant avec cette personne, de commencer à mettre. Comment on fait confiance à cette personne? Voilà. Moi, je vais parler pour moi personnellement. Quand on était en train de cheminer ensemble, on se parlait beaucoup, on se voyait beaucoup. On parlait de tout et de rien, on parlait de finances. Et je me rappelle que quand on s'est mis ensemble, moi, je n'avais pas vraiment d'économie. Je travaillais, mais je n'économisais pas forcément. Et c'est au fur et à mesure qu'on parlait ensemble que tu m'as appris comment économiser, comment investir. Au début, moi, je mettais tous mes économies, je les gardais dans mon compte bancaire. Puis, tu m'as conseillé, tu m'as dit que ça ne servait à rien. Garder de l'argent, ça ne rapportait pas. Et c'est toi qui m'as initié par rapport aux investissements et tout ce qui va avec. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui veulent se mettre en couple et se marier, c'est vraiment, mis à part la discussion, de vraiment observer la personne, d'apprendre à connaître la personne et vraiment d'apprendre à connaître la personne et de se mettre en couple avec quelqu'un qui... comment est-ce que je pourrais dire ça?
un homme qui tient parole, quelqu'un de parole. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit, je vais faire ci et qu'il le fait. Genre, je vais t'acheter une voiture dans 2 ans et il le fait. Donc, vraiment, un homme de parole. Pas seulement pour la voiture, on s'entend. Non, pas seulement pour la voiture, mais c'est vraiment pour plein de choses. C'est vraiment important de se mettre avec quelqu'un en qui tu as confiance, en qui tu sais, de se mettre en couple avec quelqu'un en qui tu sais que sur qui tu peux compter. La confiance, guys, très 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 important. Sur ce, on est live depuis quand même pas mal longtemps. J'espère que vous avez apprécié notre première session live. C'est CHPHD, Charlie, Charles Hubert, whatever, CHPHD. Ici, ma fée, fée la plus belle, mon épouse. Premier live comme j'ai dit, j'espère que vous avez apprécié jusqu'à la fin. On va essayer de faire des lives tous les dimanches sur des sujets par rapport au couple, par rapport aux finances, par rapport à la technologie, toujours dans la même lancée par rapport à CHPHD. Par rapport à CHPHD. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à aimer, partager, ce serait bien apprécié. Et on se retrouve dimanche prochain. Good? Bye. Bye.